Et on va commencer, je vous présente bien tout de suite le corpus delicti, donc la fameuse tique. Là, je pense qu'il s'agit d'une Ixodes ricinus. Il y a plein d'autres variétés différentes. Alors, on la voit souvent, quand on commence à la voir, on la voit sous une autre forme qui est beaucoup moins alléchante encore que là. Effectivement, l'animal n'est pas, c'est pas un prix de beauté, c'est clair. Et c'est quand la tique s'insère sur un autre récepteur, eh bien, elle insère son appareil éducateur dans la peau, dans le derme, et elle va aspirer du sang, elle va faire un gavage hématophage. Et c'est la tique qu'on a l'habitude de voir, c'est quand elle est gonflée de sang, elle est prête à tomber, et elle ressemble à une sorte de gros grain de maïs obèse et mais d'une couleur verdâtre très moche. Et voilà, la tique peut avoir des formes très différentes. Il faut savoir aussi une chose, c'est elle a plusieurs cycles de vie et elle peut contaminer même quand elle n'est pas encore adulte. Et c'est ça justement qui est un des problèmes par rapport à la gestion de la maladie de Lyme. C'est que pour éviter au maximum les morsures de tique, bien que la maladie de Lyme ne soit pas que due à des morsures de tique, bien évidemment, il faut faire attention parce que le mâle notamment peut être contaminant et il est très petit, il est minuscule, il est au moins 10 à 20 fois plus petit que la femelle. Attention notamment dans les plis du corps, dans les cheveux, dans les barbes, etc. C'est pas toujours évident de détecter la présence d'une tique parasitaire. Donc, associer systématiquement la tique, comme on le fait trop souvent, donc là, on parlait d'Exodes ricinus, mais comme je vous le disais, il y a plein de variétés différentes, d'espèces différentes. À la maladie de Lyme, c'est une erreur à ne pas commettre parce que la maladie de Lyme, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est des maladies compliquées avec des symptômes qui se manifestent sur tous les systèmes corporels et avec une immense variété. Tout symptôme peut être corrélé à une maladie de Lyme, mais c'est bien évidemment une maladie vectorielle à tique, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Banale maladie infectieuse vectorielle bactérienne à tique et à poux, les poux aussi peuvent être concernés. Et par contre, effectivement, c'est beaucoup plus que ça. On parle de syndrome global. Je parle d'un syndrome global parce qu'effectivement, il faut vraiment appréhender la maladie de Lyme sous tous ses aspects et le simple fait de dire que c'est une maladie transmise par l'éthique, c'est c'est plus que de la simplicité. C'est extrêmement simpliste. Et c'est peut-être de cette non-compréhension du syndrome global, de la globalité du syndrome, du symptôme, des symptômes, qu'on a des échecs thérapeutiques répétés. Et donc, comprendre Lyme, effectivement, c'est d'abord se mettre à jour au niveau des données scientifiques, des nouvelles données scientifiques. Je ne veux pas dire qu'on fait table rase des données du passé, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en question, comme la phagocytose, par exemple, comme la dichotomie entre bactéries, le monde bactérien, les ennemis les pathogènes et le monde de nos cellules, le monde organique d'un individu, eh bien, on peut dire en fait que c'est trop simpliste et que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est un syndrome global. Si le mot sida n'avait pas déjà été pris, on pourrait dire que la maladie de Lyme n'est pas une simple infection bactérienne vectorielle à tic ou à poux, c'est un syndrome global, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise. Il y a une perte d'immunité, on verra pour quelle raison cette perte d'immunité se manifeste, et c'est là seulement que la maladie de Lyme se manifeste par opportunisme, tout simplement. La base du thème qu'on va développer aujourd'hui et de l'approche qu'on va développer aujourd'hui, c'est l'opposition, enfin l'opposition, plus exactement la réunion et la symbiose, l'endosymbiose entre ce qu'on appelle les prokaryotes et les eucaryotes. Et tout simplement, les premières formes de vie manifestées sont les prokaryotes, de pro qui veut dire avant et karyote qui veut dire karyos qui veut dire noyau. Ce sont des structures bactériennes, des structures très simples, très petites, qui sont les formes de vie primitives j'y reviendrai, et qui en fait ont une structure très simple. C'est une membrane, c'est une sorte de vacuole, de petites valises, de petites sacoches, qui est constituée d'une membrane cellulaire, bactérienne, qui limite dans l'espace cet organisme unicellulaire. Et à l'intérieur, il y a tout un tas de petits organites dans ce qu'on appelle un gel aqueux qu'on appelle le cytosol. On trouve aussi le mot de l'appellation des cytoplasmes. Et dans ce cytoplasme, il y a des choses très intéressantes, notamment, il y a un brin d'ADN. C'est justement ce qui différencie le prokaryote de l'eucaryote. Le prokaryote, c'est une bactérie primitive, la première forme de vie organisée apparue, individuelle, c'est individualisé, et elle a un chromosome sans noyau, il n'est pas enfermé dans un noyau, flottablement dans le cytoplasme. On est sous une forme manifestée, biologique, extrêmement simple.
Prokaryote versus eucaryote. Alors, eucaryote, c'est différent. Vous avez une illustration un petit peu. J'aurais pu trouver une illustration un petit peu plus explicite, mais bon, on va s'en contenter. Nos cellules humaines sont appelées eucaryotes. Pourquoi? Alors, dans les cellules du cœur, de la peau, du foie, des reins, de la rate, etc. Toutes nos cellules corporelles qui constituent nos organes, les cellules du pancréas ou du foie, eh bien, et ce sont des grosses cellules, beaucoup plus grosses que les cellules prokaryotes. On dit eucaryotes parce qu'elles ont un noyau. La grosse différence entre prokaryotes et eucaryotes, c'est déjà une différence de structure, d'organisation beaucoup plus complexe en apparence chez l'eucaryote. C'est surtout ce noyau. Le chromosome de la bactérie est flottant librement dans le cytoplasme. Les chromosomes de la cellule humaine eucaryote sont, eux, enfermés dans un noyau protégé par un noyau. Donc, il y a une membrane cellulaire qui limite dans l'espace la cellule eucaryote, comme je le disais, le foie, la rate, les reins, etc. Et à l'intérieur, il y a plein d'organites aussi dans le cytoplasme. Et il y a au centre comme une petite cellule complémentaire qui est limitée par une membrane dite nucléaire dans laquelle est protégé notre matériel génétique beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet que celui qu'on va trouver chez les prokaryotes. Alors, retenez bien cette dichotomie, enfin, cette différence de structure entre l'eucaryote et le prokaryote. Et contrairement à ce qu'on peut penser à première vue, à ce qu'on pensait depuis l'époque de Pasteur, pardon, au début du milieu du 19e siècle, depuis les années 1850-1880, eh bien, il n'y a pas de guerre entre eux. La vie fondamentale est basée sur la fusion entre les eucaryotes et les prokaryotes. Et ça, c'est une révolution fondamentale qui date de 1990, qu'on a appelée l'endosymbiose. J'y reviendrai plus en détail, parce que la prise en charge, la compréhension du syndrome global de Lyme, des mécanismes de pathogénicité de la maladie de Lyme et par conséquence des voies thérapeutiques qui en découlent, eh bien, elle dépend justement de cette conception, de cette compréhension du lien étroit qui existe, de cette communication, de cette connexion fusionnelle qui existe entre le monde des bactéries, le monde bactérien, le monde microbiologique et le monde justement de nos cellules plus évoluées, nos cellules eucaryotes, nos organismes, nos organes entiers. J'ai commencé personnellement à m'intéresser à la maladie de Lyme il y a une trentaine d'années, dans les années vers 1995. De 1995 à 2002 environ, je ne sais plus la date exacte, j'ai participé pendant 7 à 8 ans à un programme de recherche et d'enseignement, donc à la faculté de médecine de Lyon, également au CECLIN de la région sud-est. Alors, un CECLIN, c'est quoi? C'est le Centre de lutte contre les infections nosocomiales. Donc, c'est une branche importante de recherche, puisque ces infections nosocomiales, vous savez, c'est ces maladies infectieuses qu'on attrape à l'hôpital, mais pas seulement à l'hôpital. Si vous faites du vélo et que vous tombez au bord de la route, il y a un pompier qui vous ramasse, qui vous remet debout, qui vous remet sur le vélo, qui vous fait un pansement. Et si par malheur, il vous transmet par manuportage sa gastroentérite, ben, c'est une infection nosocomiale aussi. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, mais ça peut arriver. Moi, je dis gastroentérite, hein, ça peut être autre chose, ça peut être son rhume, son Covid ou je sais pas quoi. La transmission se fait dès qu'on a affaire à un contexte médical, à un acte médical, dedans ou en dehors de l'hôpital, ou dans un cabinet médical, ou lors d'un soin extemporané, etc. Je referme la parenthèse, je ne la rouvrirai pas. Les maladies, les infections nosocomiales sont un sujet certes extrêmement intéressant, mais ce n'est pas le centre de nos préoccupations aujourd'hui. Donc ensuite, après 2002, j'ai continué à faire des recherches sur le sujet. J'ai échangé avec pas mal de monde, notamment dans les salons, dans les symposiums, et en collaboration avec différents chercheurs un peu du monde entier. Et donc, ce programme a porté sur des recherches biologiques, bien sûr, bien évidemment, et surtout épidémiologiques sur les maladies infectieuses, nosocomiales et autres, et surtout ces infections un petit peu bizarres qui m'interpellaient particulièrement parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre logique de ce qu'on connaissait des maladies infectieuses vu selon l'approche pasteurienne. Et il faut rajouter le fait que l'on était vraiment sous le patronage de Louis Pasteur, puisque le programme de recherche et d'enseignement était supervisé et financé par l'Institut Mérieux. Donc on est très bien les acquaintances avec l'Institut Pasteur et autres. Je ne fais le procès de personne, hein. Je ne fais pas le procès de Louis Pasteur, ça ne nous emmènerait à rien. Maintenant, il est temps de reprendre en main et en vision ces postulats, ces démonstrations. Et je le ferai au fur et à mesure parce que maintenant, on sait que les choses ont bien changé, et notamment par rapport à cette fameuse endosymbiose. On y reviendra. Les recherches épidémiologiques sont très intéressantes, mais le problème, c'est une discipline statistique. Donc, comme toute statistique, comme toute mathématique statistique, on la définit comme étant basée sur les nombres, qui bien évidemment ne mentent pas, mais malheureusement, on peut à leur dire interpréter les résultats et les messages.
Et donc, c'est à la fois science exacte parce que repose sur les mathématiques, sciences humaines, la médecine, la biologie, etc., la pathologie. Lors de ces études, j'ai eu l'occasion de rencontrer un biologiste qui s'appelait le docteur Eberlin, qui en 1990 a publié un livre sur les maladies infectieuses en général et qui parle brièvement en une page de la maladie de Lyme. Et je vais le citer. Donc, la maladie de Lyme est rarissime en France. Elle ne touche au maximum que 100 personnes par an, surtout localisées en Corse et en région PACA. Ça veut dire qu'on ignorait complètement tout ce qui se passait dans le nord de la France, dans l'est de la France, dans le milieu de la France, qui sont en fait des foyers les plus, je dirais, prolifiques et les plus importants en ce qui concerne la prolifération de la maladie, en tout cas à notre époque. C'est juste une question de climat, tout simplement. Le climat de région PACA et de Corse il est très sec. Donc, quand il y a une sécheresse de 3 mois en été, notamment, ben, la progression et le développement et la reproduction de la maladie de la borréliose de Lyme, qui est une des principales bactéries impliquées, effectivement, elle est stoppée net et donc par manque d'humidité. Donc, effectivement, c'est pas la Corse et la région PACA qui sont les plus touchées, même si les cas ne sont pas rares comme partout ailleurs dans le monde. Officiellement, j'en dis deux mots. J'ai recherché dans mes archives, donc les annales concernant les statistiques officielles de l'épidémiologie, donc de l'incidence de Lyme. Pour préciser, en épidémiologie, on va considérer deux paramètres. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas sur une période donnée. Combien y a-t-il eu de nouveaux cas de maladie de Lyme diagnostiqués et déclarés en 2023? C'est l'incidence. Par contre, si on prend l'état des lieux à un moment donné, pas de prévalence. Actuellement, il y a X centaines de milliers, voire X millions de cas en France et en Europe de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle la prévalence. Donc, en 2020, à peu près 2020-2023, de 2020 à 2023, ou de 2018 à 2023, pardon, on estimait qu'il y avait une incidence annuelle de 53 cas diagnostiqués, officiellement diagnostiqués, pour 100 000 habitants, ce qui nous donne environ 37 000 nouveaux cas diagnostiqués. Et c'est bien évidemment par rapport aux réalités cliniques une sous-évaluation évidente. Alors pourquoi y a-t-il incompatibilité entre les chiffres épidémiologiques, l'incidence et la prévalence avec les données de terrain? Pour une raison très simple, c'est que premièrement, le diagnostic, il est basé sur ce qu'on appelle l'érythème migrant. Je vais en dire deux mots tout de suite. Il est inconstant, parfois fugitif, et en tout cas, il ne représente qu'environ la moitié des cas de maladie de Lyme avérés, et même il n'est pas systématiquement observé. Si vous vivez seul, par exemple, et que vous avez une morsure de tique dans le dos, il est fort probable que la tique, vous ne la verrez pas parce que la morsure est indolore. Elle va tomber toute seule. Et si un érythème migrant il y a, de fortes chances qu'il passe inaperçu. Donc, c'est un facteur justement de sous-évaluation de l'incidence de la maladie de Lyme. Deuxièmement, effectivement, autre problème de diagnostic, c'est qu'il repose officiellement sur le test ELISA. Le test ELISA, il n'est pas fiable pour tout un tas de raisons. La première, c'est que les anticorps, les antigènes de la maladie de Lyme, de la borrélie responsable de la maladie de Lyme, ne sont pas forcément présents. Ils ont tendance les borrélies, ils ont tendance, comme ce sont des bactéries mobiles, pour échapper au système immunitaire, elles ne vont pas traîner au niveau du sang où la viscosité est faible où elles peuvent être rattrapées par les lymphocytes et autres molécules, et autres cellules responsables de l'immunité. Elles vont donc plutôt se localiser dans le système lymphatique, dans la lymphe, ou dans des endroits comme l'humeur vitrée de l'œil, ou encore dans la synovie des articulations, où la viscosité est importante. Avec leurs flagelles, elles peuvent se déplacer très vite, beaucoup plus vite que le système immunitaire, donc échapper au système immunitaire. Donc, on peut faire une prise de sang. Il est fort probable qu'on ne trouvera pas des antigènes de la borrélie et les anticorps correspondants, parce que justement, elle n'est pas présente dans le sang. C'est un autre problème également par rapport à ce test ELISA, c'est qu'il est loin de représenter les, toutes les structures, toutes les souches microbiennes représentées. Et effectivement, il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, et il n'y en a que quelques-unes qui sont dépistées. Donc là, on est vraiment sur un diagnostic, les tests vraiment ne sont pas fiables du tout. Un autre élément de sous-diagnostic, c'est tout simplement qu'il existe une maladie qu'on appelle la forme chronique, Lyme chronique, mais qui n'est pas toujours reconnue par de nombreux thérapeutes. Officiellement, elle n'est pas reconnue, elle n'existe pas. C'est un trouble, on va plutôt l'assimiler à un trouble psychologique. Donc, on va diriger de nombreux patients, ce qui est une hérésie, vers la psychiatrie, alors qu'en fait, la réalité des symptômes est avérée. Mais ça fait partie de, je dirais, un des gros problèmes, justement, de la reconnaissance de la maladie de Lyme.
Les structures sociales refusent de prendre en charge les tests Western blot et PCR, Polymerase Chain Reaction, parce qu'ils sont trop chers. On a même eu le cas de thérapeutes, de médecins et de pharmaciens qui ont été poursuivis par la justice et interdits d'exercer, parce que justement, ils avaient quand même fait ces tests Western blot et PCR. On en est là. Également, un autre facteur d'incompatibilité du diagnostic, des valeurs de terrain avec la réelle, avec l'épidémiologie officielle, c'est que tous les co-infectés, il n'y a pas que la borrélie, le hydroférie en l'occurrence, donc la borrélie qui donne la borréliose, la maladie de Lyme officiellement. Il y a donc des anaplasmas, des ehrlichia, des babesia, des bartonella, etc. Il y a tout un tas de bactéries et de parasites opportunistes qui vont créer le syndrome de Lyme, qui vont s'intégrer pleinement dans le syndrome de Lyme. Et ces co-infections, s'il n'y a pas Borrelia, ne sont pas prises en compte. Donc on est manifestement, et il y a d'autres raisons aussi que je n'évoquerai pas, ça vous emmènerait un petit peu trop loin, il faut en sorte que eh bien, l'épidémiologie officielle est très loin de représenter, de refléter la réalité du terrain. On a parlé des rythmes migrants, je vais en dire deux mots quand même parce que c'est important et que quelques minutes à tenir en cas de morsure de tique. Alors les rythmes migrants, comme là on voit, on voit très bien la structure, donc il y a un point rouge d'inoculation donc inflammatoire, c'est là où la tique a mordu, soit elle était enlevée, soit elle s'est détachée toute seule. Alors pour enlever une tique, hein, il existe un petit appareil, c'est comme un pied de biche en plastique qu'on trouve à 2,50 € dans les pharmacies, peut-être même moins cher. Ça sert à enlever la tique délicatement, parce que le problème, c'est que la tique, quand elle mord, elle enfonce son appareil éducateur dans la peau, dans le derme, et elle sécrète une protéine qui va coaguler, qui va se solidifier, et c'est un petit peu comme de la superglue, ça va coller le rostre et les deux mâchoires de la tique dans la peau. Si vous tirez dessus, ça risque de casser, et vous avez droit à un kyste, une lésion, un petit morceau, on dit qu'on a laissé la tête de la tique dedans, bon, c'est plutôt l'appareil éducateur exclusivement, et ça peut s'enquister, ça peut s'inflammer, ça peut devenir prurigineux et purulent. C'est vaut mieux éviter quand même. Donc, suivant l'endroit où ça se pose, mais effectivement, le tic, pourquoi on l'appelle migrant? Parce qu'il grandit. C'est comme une cible, mais qui grandit, 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 grandit petit à petit. Alors, il peut disparaître très rapidement, ou alors il peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'ai vu un cas, notamment, où le rythme migrant était resté plus d'un an. C'était dans le dos d'une patiente, et c'est quand même rarissime. Ça dure aussi longtemps, mais c'est assez étonnant. En ce qui concerne les rythmes migrants, il n'y a pas grand-chose à faire, je dirais, d'autant plus qu'il finit quand même toujours par partir. Mais par contre, en cas de morsure, il y a une colite à tenir. Donc, comme je vous l'ai dit, on extrait délicatement. Alors, on évite de mettre de l'éther ou de l'alcool ou un désinfectant dessus. Ça va tuer la tique, vous l'endormir. Elle va régurgiter tout le contenu de son hémocèle, c'est-à-dire de son système digestif, donc y compris un certain nombre de bactéries. Donc, il faut éviter cette technique-là. On peut la prendre si on n'a pas le tirtique de la pharmacie. On prend une compresse mais sans rien dessus, sans désinfectant dessus. On l'enlève délicatement en tournant. Alors, comme disait un jour quelqu'un, est-ce qu'il y a un sens de rotation? Non, c'est pas un pas de vis, hein, c'est pas, il y a pas le sens des aiguilles d'une montre, le centre anti-horaire, non, c'est pas ça. Il faut la tourner dans un sens ou dans l'autre délicatement. On réussit à la voir entièrement. Et là, effectivement, il faut s'en débarrasser. De toute façon, parce qu'elle est, en principe, on les voit, on les enlève quand elles sont déjà gorgées de sang. Donc là, elles sont prêtes à pondre. C'est là justement qu'il faut éviter la propagation. Localement, on va agir, on va désinfecter, on va traiter justement l'infection. Donc, on peut utiliser antiseptiques classiques, style éther, alcool à 70 degrés, bétadine et autres. Mais le plus efficace, quand même, c'est d'utiliser les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles que je recommande parce qu'elles sont très bien tolérées par la peau, elles sont puissamment antimicrobiennes, c'est le titri, le manuka et le ravinsara. Les trois ensemble, en plus, font une synergie. On va mettre dans une petite cuillère à café, on va mettre 2 gouttes de chaque, et on va prendre un coton-tige et on va badigeonner délicatement la zone de morsure. Et on peut faire ça 2 ou 3 fois par jour pendant 3 ou 4 jours. Il y a également une technique qui est très intéressante à faire, c'est une technique donc d'immunostimulation et justement de lutte contre la propagation de la bactérie. C'est on va utiliser donc un mélange d'huile essentielle qu'on va utiliser en pur également. Après avoir testé donc une huile essentielle, on teste toujours sa compatibilité avec la peau du sujet. Donc on va les mélanger, on va prendre 2 ou 3 gouttes de titri, de gingembre, d'huile essentielle je parle, hein. Titri, gingembre, manuka, ravinsara.
auquel on va rajouter le cistadanifère et l'eucalyptus radiata. Et ce mélange est très utilisé comme immunostimulant, notamment quand on a ce qu'on appelle un coup de froid. Et c'est vrai que par exemple, la maladie de Lyme peut très bien se débuter, les premiers symptômes peuvent très bien être ce qu'on appelle le coup de froid, le syndrome grippal, donc douleur musculaire, douleur articulaire, maux de tête, peut-être un peu de température, les yeux qui piquent, etc. Ça marche dans tous les cas. Et en voie locale, je conseille également l'extrait de feuilles d'olivier en gélule ou en décoction. C'est très amer, attention, tout le monde n'aime pas. Et bien évidemment, ne pas oublier la bithérapie qui est le protocole officiel. Donc on associe deux antibiotiques, une ampicilline et une tétracycline. Pendant 3 semaines, c'est important d'avoir la double antibiothérapie. Et pendant 3 semaines, certains thérapeutes, certains médecins ne prescrivent qu'une semaine d'antibiotiques, ça suffit pas. Et c'est à peu près le seul moment de la pathologie de Lyme, de la maladie de Lyme, où je recommande fortement d'utiliser cette bithérapie. C'est quand même quelque chose d'important, ça peut bloquer complètement le processus, éviter de rentrer dans un schéma de maladie chronique qui devient chronique à terme. Attention aussi aux tétracyclines. D'ailleurs, les huiles essentielles, on ne les utilisera pas. C'est illégal chez un enfant de moins de 6 ans ou chez une femme enceinte ou allaitante. Il faut le savoir, c'est important. Les antibiotiques, les tétracyclines sont à éviter également chez les enfants parce que jusqu'à 12 ans, ils peuvent avoir une coloration forte inesthétique des dents définitives à cause des tétracyclines. Donc ça, il faut le savoir aussi, il faut y penser. Historiquement parlant, quand tout cela a-t-il commencé? Officiellement, pourquoi ça s'appelle la maladie de Lyme? La ville de Lyme, c'est une ville côtière des États-Unis sur la côte atlantique, un peu au nord de New York. Et cette ville de Lyme, elle est dans le Connecticut. Et on a en 1975 décrit 5 cas, donc une épidémie, puis après tout le monde a plusieurs cas, on peut parler d'épidémie, de polyarthrite juvénile, donc qui touchait des jeunes adultes et des adolescents, des grands adolescents, donc de la population locale. Et après, ben, on a suivi l'explosion pandémique, comme disait le professeur Montagnier. Et actuellement, toujours Dixit, professeur Montagnier, la maladie de Lyme concerne tous les pays du monde, sauf bien évidemment les banquises et les déserts de sable, bien évidemment. Mais pareil, partout dans le monde, il n'y a pas un endroit du monde qui ignore la présence des tiques et des borrélies et des maladies de Lyme. Alors, est-ce que vraiment alors là, je vous montre la photo d'un malade atteint de la maladie de Lyme. Rassurez-vous, il n'a pas cette mauvaise mine à cause de la maladie de Lyme, c'est tout simplement parce que c'est une momie qui a été retrouvée congelée il y a quelques dizaines d'années dans un massif alpin, dans un glacier qui s'appelle Ötzi. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Ötzi. C'est une momie qui est décédée il y a 5000 ans, congelée pendant 5000 ans dans le fameux glacier et conservée plus ou moins bien. Et par contre, elle a révélé beaucoup de secrets sur sa pathologie et sur son âge. On pense qu'elle est décédée à l'âge de 52 ans environ. Et en fait, ce patient, ce malade, n'est pas mort de la maladie de Lyme. Il est mort dans une embuscade. Il a pris une flèche dans le dos qui a sectionné l'artère sous-clavière et il est mort par hémorragie. Mais on a pu, 5000 ans après, l'autopsier et trouver des bactéries pathogènes responsables de la maladie de Lyme dans ses intestins. Et chose curieuse, il avait également des outils avec lui, et notamment un sac en peau d'animal et en cuir d'animal, et dans lequel il y avait un champignon un peu particulier. Vous avez déjà tous vu dans les forêts, quand on se promène en forêt, des espèces d'excroissances qu'on trouve sur les troncs des arbres. C'est tout simplement des champignons qu'on appelle les amadouviers. Et il y a une variété très particulière qui pousse uniquement sur les bouleaux et qui a une action antibactérienne, notamment au niveau intestinal, de régulation de la flore intestinale. Et curieusement, ce champignon, bah, congelé lui aussi, portait des traces de petits morceaux qui étaient enlevés. Donc on peut supposer avec une forte probabilité que ce soit vrai que le Ulzi se soignait lui-même contre ses problèmes intestinaux, donc contre sa maladie de Lyme. C'est intéressant historiquement parlant. Donc, quelque part, la maladie de Lyme, on peut dire en résumé qu'elle existe depuis très longtemps, depuis que les hommes se sont organisés en colonies, en tribus et en villages, en communautés. Et par contre, elle a explosé vraiment depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, puisque maintenant, on a quand même les preuves officielles, tant au niveau épidémiologique, même si on est sous-estimé dans le diagnostic, sous-évalué au niveau du diagnostic. Officiellement, Lyme, la maladie de Lyme est une maladie vectorielle bactérienne à tic et à poux causée par une borrélie pathogène. Point barre. Alors, il y a un cycle de transmission de la bactérie, donc la tique sert de vecteur, bien évidemment,
entre le réservoir, qui est le réservoir des mammifères, mais pas seulement. Les reptiles peuvent aussi porter la maladie de Lyme. Les lézards, on trouve des lézards qui ont des tiques insérées entre les écailles. Et donc, c'est tous les mammifères, quelle que soit la taille, donc les rats des villes, les rats des champs, les campagnols, mais aussi les hérissons, les oiseaux, les renards, les loups, les mammifères de grande taille, comme les cervidés aux États-Unis et au Canada. Et le vecteur terminal, le hôte terminal, c'est effectivement l'être humain. Comme tous les mammifères ont une température proche autour de 37 degrés Celsius centigrade, c'est la température idéale justement pour que cette bactérie se développe en toute quiétude, en toute tranquillité. Eh bien non, la maladie de Lyme, c'est pas ça. Alors on a fait des études, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Asie, et on s'est rendu compte qu'effectivement, en 2008, on a fait une étude aux États-Unis, on a pris des couples hétérosexuels, alors je ne sais pas pourquoi on a fait le distinguo, et ce sont des couples surtout qui étaient supposés ne pas avoir de partenaire extérieur au couple. Et on a analysé leur flore, leurs différentes flores microbiennes. On s'est rendu compte que quand les sujets étaient atteints de maladies sexuellement de maladies de Lyme, les souches microbiennes étaient rigoureusement les mêmes entre les deux partenaires. Ça veut dire qu'il y a une transmission, il y a un échange qui se fait lors des relations sexuelles. On a mis en évidence également la transmission materno-fœtale, qui est évidente pareil, par beaucoup d'études qui ont été faites, euh, notamment aux États-Unis. La transfusion sanguine et la greffe d'organes ont été mises en cause par le professeur Montagnier pour deux raisons très simples. C'est que on voit, il existe des images, des enregistrements comment on appelle ça, en microscopie optique, et non pas microscopie, simplement microscopie optique, où on voit des borrélies, donc des bactéries pathogènes responsables de la maladie de Lyme, qui pénètrent à l'intérieur des globules rouges. Et là, effectivement, il n'y a pas moyen de le savoir. Si on fait un test de simple de reconnaissance d'antigène, si les bactéries sont présentes dans le sang circulant, c'est possible. Mais à partir du moment où elles sont cachées à l'intérieur des hématies, donc des globules rouges, ben ça n'apparaît pas. Le problème, là aussi, l'ombre maléfique du sang contaminé plane sur encore par rapport à la maladie de Lyme. Mais surtout, et là je demande toute votre attention, c'est un syndrome global qu'on aurait pu appeler SIDA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, syndrome d'immunodéficience acquise, c'est un syndrome de fragilité du terrain, acquise bien évidemment, donc ce qui provoque une rupture de dialogue entre toutes nos structures biologiques, il s'agisse de nos bactéries qui sont omniprésentes dans nos microbiotes, mais également dans nos cellules sous forme de mitochondries. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une infection endogène. Ça, c'est une infection endogène qu'on connaît depuis quand même pas mal d'années. Lynn Margulis en a beaucoup parlé. C'est-à-dire que dans nos flores commensales, il y a des bactéries qui se radicalisent, qui sont commensales, donc qui sont utiles, qui participent à notre métabolisme. Et sous l'action d'un facteur extérieur, elles deviennent pathogènes, comme c'est le cas pour les borrélies notamment, de la maladie de Lyme. Et le facteur principal justement de cette radicalisation, de cette pathogénicité qui n'existait pas avant, mais qui se manifeste à nouveau d'un coup ou progressivement, c'est l'intoxication, c'est l'oxydation, c'est l'acidose, c'est l'inflammation, les carences en oligoéléments. Certains oligoéléments sont particulièrement concernés. Donc effectivement, la supplémentation, l'oligothérapie est une des pistes intéressantes pour prendre en charge la maladie de Lyme. Je pense notamment au magnésium, au zinc, cuivre, or, argent. C'est très important justement de ne pas négliger ce facteur-là. Également, il y a un autre facteur qui est important quand je parle des carences, c'est les carences en oméga 3. Il faut savoir que en Occident et particulièrement oui, en France, 70% des gens sont carencés en magnésium. C'est important. En vitamine D, particulièrement D3 par manque de soleil, par manque d'exposition au soleil. Et également le zinc peut être carencé. Et également, nous sommes carencés en oméga 3. 80% des Occidentaux adultes sont carencés en oméga 3 parce qu'ils ne consomment jamais d'oméga 3 végétaux, c'est-à-dire l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de caméline, par exemple, un petit peu l'huile de colza, mais en moindre quantité, présente en moindre quantité. Et il y a des gens, effectivement beaucoup, notamment ceux qui habitent loin de la mer, qui ne consomment jamais de poisson. Pas d'oméga 3 animal ni végétal. Et c'est important parce que justement, il y a des mécanismes fondamentaux de la pathogénicité de la maladie de Lyme qui est l'inflammation. Et justement, les oméga 3, c'est ce qui va nous permettre de lutter contre l'inflammation, surtout quand elle devient chronique. Et tout ça, effectivement, cette vérité, la vraie contamination, c'est pas la morsure de tique, c'est pas la relation sexuelle, c'est pas la transfusion sanguine, c'est pas la transmission materno-fœtale.
Ça peut être ça, bien évidemment, mais c'est une infection endogène. Et la grande originalité de cette approche que je développe aujourd'hui, c'est que la maladie de Lyme, pour moi, c'est dû effectivement à une bactérie qui s'appelle la Borrelie, qui fait partie de nos flores, à d'autres bactéries qu'on appelle les co-infections, qui font aussi partie de nos flores, et qui, parce que tous nos signaux se mettent au rouge, l'équilibre entre l'acido-basique, l'équilibre inflammatoire, l'équilibre entre les radicaux libres et les antioxydants, tout ça est perturbé. Et là, paf, eh ben, ces bactéries deviennent pathogènes. Et c'est vraie, pour moi, la vraie cause de la maladie. Et justement, si on dirait c'est une hypothèse, oui, mais c'est une hypothèse qui est corroborée par tout un tas de bizarreries. Toutes ces bizarreries qu'on va trouver dans la maladie de Lyme, bien évidemment. Alors, c'est d'une part la multiplicité des symptômes. On appelle la maladie de Lyme la grande imitatrice parce que tous les symptômes de tous les systèmes corporels peuvent être impliqués. Alors, au passage, c'est pas Horowitz qui a trouvé malgré ce qu'il en dit, il a tort. C'est Lynn Margulis qui est la première à parler de la grande imitatrice, justement. Parce que c'est là, justement, où les thérapeutes s'y perdent. Parce que, justement, ça peut être n'importe quel symptôme. Et ça va donc du pathologie d'un système respiratoire, digestif, neurologique, ce qu'on appelle la neuroborréliose, articulaire, cutanée, etc., etc. Il y a de quoi s'y perdre et on s'y perd. Aussi, le quota d'échec qui se manifeste par la minimisation des données épidémiologiques. Il est un petit peu difficile quand on est thérapeute de reconnaître qu'on ne sait pas soigner une maladie, alors que c'est une maladie qui est très simple, une maladie infectieuse, sauf si on a des résistances microbiennes, vraiment une immunodéficience marquée. Dans le cas des grands brûlés, par exemple, ou des gens sous greffe d'organes et sous médicaments immunosuppresseurs. Mais alors, je veux dire, on est en face d'une maladie très simple, le traitement est très simple, ça ne marche pas. Bon, ben, c'est pas que je suis pas bon, je ne vais pas reconnaître mon échec, on est tous des êtres humains et le constat d'échec, on n'aime pas. Ça, reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on est impuissant à résoudre un problème, c'est jamais très agréable. Donc il est plus facile de dire que, eh ben, effectivement, les malades qui ne guérissent pas, ben, ils nous font du cinéma, ce sont des hypochondriaques. Ça se passe dans le niveau psychiatrique où ils les envoyer dans un HP pour suivre des traitements médicamenteux psychotropes. Non, c'est pas la bonne solution. Le malade ne joue pas, ne joue pas un rôle. Il a des symptômes qui sont réels, qui sont objectivables. Et c'est pas du cinoche. Et ça, malheureusement, il y a tellement de patients qui sont, et je pense qu'il y en a parmi vous qui savent de quoi je parle. Ce sont des gens qui sont tellement rejetés par le milieu médical que là, on est vraiment dans un contexte qui dépasse largement le problème de la pathologie et de la gestion des thérapeutiques. Ça va bien au-delà. On est carrément dans le non-respect des principes d'éthique et de déontologie médicale. Donc, nos fiabilités des tests pris en charge, forcément, puisque on n'a pas forcément la bactérie que l'on recherche responsable, il y a d'autres choses. Là, une chronique n'est pas reconnue. Ça, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Également, il y a un autre problème qui se pose, les co-infections. Je vous ai parlé d'anaplasma, d'Ehrlichia, de Babesia, de Bartonella, etc. Il y en a d'autres. Eh bien, un malade qui a une co-infection et qui ne serait pas détecté atteint d'une borréliose, eh ben, il n'est pas intégré dans les statistiques, alors qu'en fait, il souffre quand même d'un syndrome global de Lyme. Et là aussi, c'est un problème, donc justement, qui s'explique effectivement par le syndrome global d'immunodéficience dont je parle depuis le début. Les antibiotiques rapides de longue durée. Alors, il y a beaucoup de thérapeutes qui partent du principe qu'effectivement, on reste sur le schéma de la maladie infectieuse. Ils ont juste un petit peu oublié, comme disait Claude Bernard, le microbe derrière, le terrain et tout. Là, on reste quand même à une base fondamentale qu'on connaît depuis plus de 150 ans. Ce serait bien de s'en souvenir de temps en temps. Et donc, on va donc faire des traitements. Ces thérapeutes engagent les patients qui vont donc développer des antibiothérapies, qui vont subir des antibiothérapies de longue durée. Et ça peut être 3 mois, 6 mois, un an, voire plus. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut savoir que je prends l'exemple de la borrélie, je reste sur la borrélie, Lyme étant aussi une maladie, une borréliose de Lyme. Donc cette borrélie commensale, elle est là, elle va réguler le développement des borrélies pathogènes. Mais là, les borrélies pathogènes sont plus puissantes, sont plus résistantes aux antibiotiques que les borrélies commensales. Donc les antibiotiques vont détruire toutes les flores commensales, pas que les borrélies, et vont laisser les bactéries pathogènes, les borrélies pathogènes, elles prennent ce qu'on appelle une forme L, c'est-à-dire une forme enquistée. Cette forme enquistée fait que ben, elles sont inaccessibles au traitement, donc elles laissent passer l'orage, et quand les antibiotiques cessent, elles pointent le nez dehors, elles disent ah ben c'est bon, il n'y a plus rien, on peut y aller les gars,
le terrain est déblayé, il n'y a plus de résistance des bactéries commensales régulatrices, et donc elles vont exploser purement et simplement. Un traitement antibiotique, un système à cliquer à l'envers, c'est-à-dire que on commence avec des symptômes qui vont diminuer pendant un certain temps, jusqu'à ce que toutes les borrélies commensales aient disparu. On arrête le traitement antibiotique, les borrélies pathogènes explosent et on recommence un traitement antibiotique. Mais à chaque fois qu'on cesse le traitement antibiotique, les borrélies commensales se sont rodées à ce jeu du chat à la souris comme les bandes de voyous avec les forces de l'ordre. Ils finissent par adapter à développer des stratégies de plus en plus efficaces. Et la courbe, elle est comme ça. Et c'est de plus en plus grave à la fin à la fin de chaque traitement antibiotique de longue durée. J'ai constaté personnellement sur plusieurs personnes. Alors, je voulais parler d'un syndrome particulier que je mets en évidence, mais que vous n'en trouvez pas question, je pense, dans la littérature. C'est ce qui concerne ce que j'appelle le syndrome de Stockholm. Stockholm, c'est une ville scandinave où en 1976, je ne sais pas si vous vous souvenez, certains d'entre vous sont beaucoup trop jeunes sans doute, il y a une bande de voyous, de gangsters qui avaient attaqué une banque, qui avait pris en otage les clients et le personnel soignant. Et au bout de quelques jours, on s'est rendu compte, parce que ça a duré un peu de temps, que les otages prenaient inconsciemment le parti des preneurs d'otages contre les forces de l'ordre. C'est ce qu'on appelait le syndrome de Stockholm. Eh bien, avec les maladies, et pas seulement la maladie de Lyme, ça arrive souvent, on finit par s'identifier à notre maladie. Ça ne veut pas dire qu'on refuse la guérison, c'est pas ça, bien évidemment. Et c'était quelque chose de très délicat à admettre et à dire, parce qu'effectivement, la guérison, ça passe par un dialogue. Une maladie, c'est un ménage à trois. Il y a le malade, le thérapeute, la maladie. Et logiquement, on pourrait supposer que le malade et le thérapeute se liguent contre la maladie, mais comme toute relation à trois, il y a toujours un duo qui se fait contre le troisième. Et effectivement, très souvent, c'est le malade et la maladie, parce que la maladie, elle est perverse. Surtout la maladie de Lyme et d'autres pathologies comme les maladies auto-immunes, elles sont extrêmement perverses. Elles finissent par manipuler le patient. Et c'est inconscient, bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut se retenir une chose. Les thérapeutes qui se prennent pour des faiseurs de miracles, des thaumaturges, ils devraient se souvenir de ça. Le thérapeute ne guérit jamais personne. Il donne à son patient, il donne à son malade les moyens, les outils nécessaires pour se guérir lui-même, pour faire fonctionner ses principes naturels personnels d'auto-guérison. C'est pour ça qu'il faut instaurer un dialogue sincère, en toute éthique, en toute compassion, en toute empathie. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a un manque de temps, il y a un manque de moyens financiers, surtout de plus en plus souvent dans notre système médical français. Et c'est très important justement que le dialogue se fasse dans la compréhension réciproque entre le malade et le thérapeute. La guérison est l'esprit là. Et l'exemple, ce que je dis, ça peut sembler un peu dérangeant, je m'en excuse pour ceux qui considéraient ça comme une atteinte personnelle à leur relation avec la maladie. C'est pas du tout mon intention. Je vais prendre un exemple qui est bien connu, c'est celui du toxoplasme. Le toxoplasme, c'est un parasite qu'on retrouve il est quasiment ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on va le retrouver partout. Il y a plus de 70 à 80% des populations européennes qui sont atteintes parce que justement il est véhiculé par le chat, notamment par les crottes de chat. Et tous les gens qui ont eu des chats, qui ont côtoyé des chats, sont certainement porteurs du toxoplasme, qui ne pose pas un gros problème, sauf chez les femmes enceintes qui effectivement peuvent avoir des problèmes de malformation congénitale suite au toxoplasme. C'est ça qu'il est testé régulièrement. Dès qu'une femme apprend qu'elle est enceinte, on lui fait le test justement de la présence ou pas du toxoplasme, des anticorps du toxoplasme. Eh bien, ce toxoplasme, il est très particulier. Il y a une chercheuse britannique qui s'appelait Joanne Webster, je crois, qui un jour s'est rendu compte que les comportements des rongeurs par rapport aux chats étaient un peu particuliers. Donc, elle a pris des souris, elle a mise dans une cage il y avait quatre assiettes de nourriture. Et dans la première assiette, il y avait à côté de l'eau, à côté une assiette qui contenait de l'urine de rat, et à côté de l'urine humaine. Et la quatrième, c'est de l'urine de chat. Et bien, 80% des souris allaient manger dans l'assiette qui soit à côté de l'urine de chat. Donc, il a développé son expérience et s'est rendu compte, je passe vite sur le sujet pour pas trop perdre de temps, elle s'est rendu compte qu'effectivement, les souris toxoplasmées allaient se jeter dans la gueule du chat. Pourquoi? Parce que le toxoplasme, pour se développer, doit impérativement suivre un cycle de maturation et de développement au sein du tube digestif du chat. Et donc, en fait, c'est-à-dire que le toxoplasme réussissait à faire perdre tout instinct de survie à la souris et à la manipuler pour justement, elle se sacrifie pour justement permettre au toxoplasme de se reproduire. Et Johann Webster a développé son attitude, son expérience
en comparant les attitudes de différentes personnes. Elle a fait deux groupes. Donc, elle s'est basée sur les statistiques des hôpitaux, de la gendarmerie, etc., pour savoir les gens qui avaient des comportements à risque. Et les gens qui ont des comportements à risque, elle a classé dans la catégorie les casse-cous et les pantouflards. Effectivement, 80% des casse-cous étaient donc ceux qui vont trop vite, qui ont des accidents de voiture, du travail, qui font des sports extrêmes, etc., qui arrivent toujours quelque chose, qui ont des abonnements aux urgences ou chez le médecin, donc toujours un petit bobo quelque part parce qu'ils se sont cassés un truc, parce qu'ils sont tombés du toit, parce qu'ils sont tombés d'une chaise, parce qu'ils ont fait les cons en se bagarrant avec le voisin. Bref. Et les pantouflards, ceux à qui il n'arrive jamais rien, eh ben, les casse-cous, 80% sont toxoplasmés, les pantouflards, seulement 20% sont toxoplasmés et 80% ont besoin de toxoplasme. Donc ça veut dire que les maladies, les pathologies détiennent des moyens de communication qu'on ne connaît pas encore, qu'on est en train de développer et qui nous ouvrent des perspectives thérapeutiques assez intéressantes. Je vais vous parler rapidement des plaques bêta-amyloïdes. Les plaques bêta-amyloïdes, on en parle beaucoup dans la maladie d'Alzheimer. Et les plaques bêta-amyloïdes, on s'est rendu compte aux États-Unis, il y a déjà un peu plus de 15 ans, que c'était des kystes qu'on trouvait dans le cerveau, mais pas que dans le cerveau, qui contenaient des borrélies pathogènes. Donc, c'est la forme L. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a un lien entre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Lyme? Je vous rassure tout de suite pour ceux qui sont concernés en premier chef, ce n'est pas le cas. Pourquoi? En 2007, il y a un chercheur français qui s'appelait Sylvain Lesné qui a investigué donc, le rôle des plaques bêta-amyloïdes dans la démence. Donc, il a injecté des plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau des rats et s'est rendu compte que, effectivement, les rats développaient une démence très rapidement. Donc, effectivement, depuis cette époque-là jusqu'en 2022, tout le monde, tous les chercheurs du monde entier se sont focalisés sur comment éradiquer les plaques bêta-amyloïdes, comment les empêcher d'apparaître, comment les éradiquer pour guérir la maladie d'Alzheimer. Et ben, on s'est rendu compte d'une chose en 2022, c'est qu'un autre chercheur a fait la même expérience et s'est dit, mais l'étude de M. Lesnay est complètement faussée, une étude qui a été falsifiée. Et en fait, M. Lesnay travaillait pour un laboratoire qui fabriquait des traitements anti-plaques bêta-amyloïdes et il a donné des résultats qui sont faux, effectivement. Et en fait, les plaques bêta-amyloïdes semblent être que très peu concernées dans le développement et l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça rassure je pense que ça peut rassurer les patients atteints de maladie de Lyme parce qu'effectivement, associer les plaques bêta-amyloïdes à la maladie d'Alzheimer et donc à la maladie de Lyme, ça peut inquiéter quant à l'avenir, justement, par rapport à la disparition possible des facultés cognitives. Il n'en est apparemment rien de tout cela. Revenons à la base des choses, donc à l'endosymbiose. Endosymbiose, commensalisme et radicalisation. Et là, je vais parler donc du postulat des théories pasteuriennes, donc qui date de la deuxième moitié du 19e siècle, et notamment le postulat pasteurien de base, une bactérie phagocytée par une cellule ne peut rester en vie. Eh bien, ça, c'est complètement faux, archi faux, et c'est au contraire. Alors, ça arrive, vous avez sur l'écran, je vous montre ce qu'est une phagocytose. En bleu, vous avez un agent pathogène. En rouge, vous avez une cellule du système immunitaire, un monocyte, un macrophage ou un lymphocyte, et qui reconnaît donc la pathogénicité de l'agent étranger. Donc, il va se déformer, la membrane cellulaire va se déformer pour englober cet agent étranger, donc se retrouver piégé à l'intérieur de la cellule. Et là, grâce à des enzymes protéolytiques, il va être détruit complètement. Ça, c'est le principe de la phagocytose selon Pasteur. Mais ceci dit, c'est complètement faux parce que ça n'arrive que pour les agents pathogènes, mais ça n'arrive pas pour justement, les mitochondries et les bactéries au moment où il y a eu le phénomène d'endosymbiose. Et justement, il y a la théorie de l'endosymbiose, c'est quoi? C'est la cohabitation avec les eucaryotes et les prokaryotes. Et je vais même jusqu'à dire que les prokaryotes sont les éléments les plus importants d'un organisme vivant, qui représentent, j'y reviendrai parce qu'ils représentent un microbiote qui est extrêmement important et ils restent dans la cellule. Les mitochondries sont des bactéries qui sont restées dans la cellule et qui fournissent notre énergie à toutes nos cellules. Elles sont à la base de la vie. Alors, aux origines de la vie, ben, la Terre était une boule de feu. Et au niveau vie, pour substance vivante, ben, c'est simple, rien, nada, nunca, niente. Il n'y avait rien du tout. C'était un enfer de feu avec une atmosphère, avec des vapeurs d'eau à très haute température, des éclairs permanents à plusieurs millions d'électronvolts. Et donc, c'était forcément improbable que la vie apparaisse. Petit à petit, les choses se sont calmées. La Terre s'est refroidie progressivement et elle a commencé les éléments séparés comme le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre et le phosphore, qui sont les éléments fondamentaux, les briques fondamentales de la vie organique, eh ben, elles vont s'unir sous l'action
Et il s'est passé, donc il y avait quelques flaques, quelques marques qui sont apparues, quelques lacs, des étendues d'eau, il y avait justement ce qu'on appelait la soupe primitive. Et comme en extérieur, il y avait beaucoup de activités électriques extrêmement importantes, et bien tout ça, ça fait que ces molécules se sont associées. J'ai pris par exemple une molécule dont je reparlerai un peu plus tard, ce qu'on appelle la PQQ, la pyrroloquinolinquinone. Et c'est une bactérie qui est importante parce qu'avec la molécule d'ATP, adénosine triphosphate, qui est le stockage de l'énergie, elles sont les premières molécules organiques qui sont apparues. Étape suivante, les premières bactéries. Les premières molécules organiques forment des membranes. Elles s'associent par des phénomènes électromagnétiques, deux par deux, pour former des couches membranaires, qu'on appelle les phospholipides. Et donc, ils vont finir par former ces membranes, des espaces clos, des sortes de vésicules, qui furent les premières bactéries, d'abord les archées et ensuite les cyanobactéries. Tout ça a mis quelques centaines de millions d'années, voire quelques milliards d'années, 1 ou 2 milliards d'années avant de se produire. C'était la première forme organisée, la bactérie, donc bien évidemment la prokaryote. Excusez-moi. Alors, les origines de la vie, les quatrième étape, grosso modo, les bactéries prokaryotes fusionnent pour créer les cellules eucaryotes. Alors, vous avez en violet sur l'image deux bactéries qui se côtoient l'une l'autre. En fait, c'est la même dont j'ai doublé la photo, mais ça, c'est pas important. Elles se sont rapprochées et quand une bactérie prokaryote rencontre une autre bactérie prokaryote, elles se racontent des histoires de bactéries prokaryotes et plus si affinité. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé parce qu'elles ont fusionné entre elles pour donner une structure un petit peu plus complexe. Et prokaryote plus prokaryote plus prokaryote ad libidum plus prokaryote, ça finit par donner une cellule eucaryote telle que vous la voyez en bas. Et ces cellules prokaryotes, comme contrairement au dogme pasteurien sur la phagocytose, elles n'ont pas toutes disparu une fois créées, une fois intégrées à la structure eucaryote. Elles sont restées. Et vous voyez en haut à gauche, en jaune, orange et en jaune, juste en dessous, juste à côté, des espèces de deux baguettes chinoises vertes pour manger le riz, eh ben, c'est une mitochondrie. Et le dessin est simpliste parce qu'effectivement, ces mitochondries sont des bactéries qui sont restées, c'est elles qui ont donné la vie. Et je vais même jusqu'à dire, je suis persuadé d'une chose, c'est que les bactéries prokaryotes ont créé des structures eucaryotes, donc de grosses cellules, le cœur, le foie, la rate, les reins, la peau, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Comme nous, on crée, on fabrique nos hôpitaux, nos cliniques, nos écoles, nos habitats individuels et collectifs, nos entreprises, nos moyens de transport, nos usines, etc., etc., et nos magasins, et exactement pour justement permettre que nous sommes des colonies bactériennes qui vivent dans des structures créées par elles-mêmes, qui sont les cellules eucaryotes. Donc la primauté, la primordialité justement de l'organisation de la vie ne vient pas à la cellule eucaryote comme on le croyait depuis très longtemps, et justement ces bactéries qui sont exactement sous forme de mitochondries. Alors je ne m'éloigne pas du sujet parce que justement, il faut savoir que la mitochondrie est l'origine de tous les éléments de la vie, de tous les mécanismes vitaux, et quand elle commence à être malade, eh ben, c'est là qu'apparaissent toutes les maladies. Et particulièrement, ce sont à la base de ce syndrome global qui mène au cancer, à la maladie neurodégénérative, qui mène au syndrome d'immunodéficience, dont le sida, dont Lyme et bien d'autres pathologies encore, les maladies auto-immunes, etc. Et cette mitochondrie, ben, c'est là que repose la thérapie, parce que la mitochondrie est à l'origine de la vie. Elle est la vie. Je vais vous donner plus de détails par rapport à ça. Et elle fabrique l'énergie, bien évidemment. On a longtemps cru qu'elle ne faisait que ça, ce qui est déjà énorme. C'est le moteur de la voiture. Une voiture sans moteur, sauf si on la pousse, elle n'avance pas. Et justement, tout vient de là. Et on voit très bien sur l'image du dessous. Bon, la mitochondrie est beaucoup plus petite que la cellule eucaryote qui l'héberge. Mais il faut savoir que cette mitochondrie, il peut y avoir jusqu'à 100 000 mitochondries pour une cellule. Ça veut dire que quand on a beaucoup parlé du microbiote intestinal, il y a un livre que beaucoup de gens ont lu et qui est un très bon livre d'ailleurs, mais qui ne va pas assez loin dans l'explication, ce qu'on appelle, c'est le livre Le charme discret de l'intestin. Justement, on parle du microbiote intestinal. Et c'est là que justement, il faut bien comprendre une chose. En ce qui concerne la mitochondrie, c'est vrai qu'elle gère tous les mécanismes vitaux, tous les dysfonctionnements sont l'origine de toutes les maladies. Tout traitement doit commencer par soigner la mitochondrie et la guérir si possible. Et c'est que je reviens à mon microbiote. Le microbiote, c'est pas un hôte que l'on héberge, c'est pas des bactéries que l'on héberge, c'est un organe à part entière. Il n'est pas dissécable, identifiable anatomiquement, mais par contre, c'est une unité fonctionnelle. Et c'est vrai que, par exemple, le microbiote intestinal participe à la nutrition, bien évidemment, à la restauration du système digestif et également à l'immunité. Sa fonction,
un microbiote intestinal, si on réunit toutes les cellules, en fait, toutes les bactéries qu'il compose, les ferments lactiques et autres qu'il compose, eh bien, il représente 2,5 kg. C'est un organe à part entière de 2,5 kg. Les mitochondries qui gèrent tout dans la cellule, elles sont interconnectées, et ça, c'est effectivement important de s'en rendre compte. Elles sont toutes interconnectées les unes les autres. C'est ça la définition d'un microbiote. Et c'est justement, elles constituent ce que j'appelle moi le microbiote mitochondrial. C'est le plus gros organe du corps, 7 kilos pour un individu de 70 kilos, 10% de notre poids corporel est représenté par nos mitochondries. Et surtout, il faut se souvenir qu'elles sont interconnectées. Quand la connexion s'interrompt, quand il y a du brouillage électronique, quand il y a un parasitage électronique, informationnel, qu'il n'y a plus de partage énergétique, et bien là, effectivement, la maladie survient, l'homéostasie se dégrade, l'harmonie qui est l'harmonie, qui est la santé, qui est la longévité, qui est la lutte contre les maladies, et contre la morbidité et contre le vieillissement, eh bien, elle passe au chaos. Et le chaos, c'est le prémisse de toutes les pathologies dont on peut parler, dont la maladie de Lyme, bien évidemment. Alors, je vais prendre un cas particulier pour justement bien nous faire comprendre qu'il y a une relation fusionnelle entre nos mitochondries, nos bactéries prokaryotes et nos cellules eucaryotes et tout le reste de notre corps, de nos organes. C'est le cerveau. Eh bien, je vais peut-être en étonner plus d'un et plus d'une. Nos neurones sont des anciennes bactéries qui sont évoluées au fur et à mesure des millions d'années pour devenir des neurones. Et maintenant, on en a la certitude absolue justement par la microscopie électronique, où justement on peut regarder, on peut comparer une catégorie particulière de bactéries qu'on appelle les spirochètes. C'est interpellant parce que les borrélies de Lyme, les pathogènes de Lyme, font partie des spirochètes. Et les spirochètes, ce sont des bactéries. Une particularité, c'est qu'elles sont mobiles. Elles ont ce qu'on appelle un flagelle qui les fait se déplacer. Et si on regarde, alors ça, si on prend comme si on coupait un saucisson en rondelles, on va couper le flagelle du spirochète, on va couper le flagelle d'un spermatozoïde, on va couper l'axone d'un nerf, par exemple, d'un neurone, et on va regarder la structure électronique. Eh ben, ils ont les trois la même structure. On le voit très bien dans la photo électronique. Et après, la page d'après, ce que vous avez maintenant sur l'écran, on voit très bien que y a ce qu'on appelle des microtubules, ces petites structures rondes associées par deux, ce qu'on appelle la structure en 9-2, 9 microtubules plus 2 microtubules au centre, qu'on appelle également la structure encadrant le téléphone. Ben, cette structure, elle est identique dans l'axone du spermatozoïde, dans le flagelle du spermatozoïde, dans l'axone du neurone, et le flagelle du spirochète, donc il se trouve qu'effectivement, les spirochètes sont bien à l'origine de nos neurones. Là aussi, c'est une présence mitochondriale importante. En plus de la présence mitochondriale importante, c'est bien la preuve, effectivement, il y a une relation fusionnelle entre notre monde bactérien, notre univers bactérien et notre univers eucaryote. Oui, alors c'est assez intéressant quand même parce qu'effectivement, quand on parle du microbiote mitochondrial, c'est un nouveau concept qui n'est pas encore très répandu dans la communauté scientifique. Et c'est très important de se baser là-dessus parce que justement, c'est le ciment, c'est le lien, c'est la compréhension totale du principe d'origine de la vie. Et ça passe effectivement par une compréhension qui est centralisée, par une sorte de computer intérieur microbien qui s'appelle justement le microbiote mitochondrial. Et en fait, Lynn Margulis, qui est à l'origine de l'endosymbiose, on est toujours dans l'endosymbiose, bien évidemment, donc le lien fusionnel indéfectible entre les prokaryotes et les eucaryotes, eh bien, pour Lynn Margulis, tous les prokaryotes sont interconnectés, pas seulement au niveau de, pas seulement au niveau de, d'un organisme local, individualisé, mais au niveau de tous les organismes planétaires, et peut-être au niveau de tous les organismes de l'univers. Et là, elle débouchait, elle appelait ça donc justement les divines bactéries, simplement la vie. Et tous ces prokaryotes, ce sont des messagers du divin, de l'organisation ultime, de la vibration fondamentale, de ce qu'on appelle en sanskrit l'amrita, ou le prana. En amrita, c'est plutôt en tibétain, le prana, c'est en sanskrit. Donc tout simplement le chi, l'énergie vitale, et tout simplement le souffle divin. Et il y a beaucoup de biologistes, justement, qui adhèrent à cette théorie de l'endosymbiose, de la théorie endosymbiotique, justement, travaille également en lien avec une spiritualité acquise, reconnue et pratiquée. Et justement, c'est peut-être là où on peut dire, comme disait comme il s'appelait François Rabelais il y a 500 ans, une science sans conscience est une ruine de l'âme. Et justement, la mitochondrie est là pour nous apprendre que
l'âme de la biologie, ben, ça passe justement par cet univers microbactérien. Les mots-clés qu'on peut retenir, donc, c'est mitochondrie, homéostasie, harmonie, versus rupture d'équilibre, hyperglycémie, on verra tout de suite pourquoi, cancer, vieillissement, dégénérescence, immunodéficience, Lyme, chaos et mort. La mitochondrie, donc, je rappelle, est une centrale énergétique, mais c'est aussi, la mitochondrie est au cœur de tous les métabolismes, et la mitochondrie, c'est l'onde porteuse de tous les échanges énergétiques et informationnels à petite, moyenne et grande échelle, peut-être échelle universelle. Un point important par rapport justement à ce côté informationnel de la mitochondrie, c'est tout simplement que elle produit ce qu'on appelle l'eau informée. La mitochondrie, c'est une centrale énergétique qui va brûler du glucose dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs, et elle va produire cette combustion avec de l'oxygène fournit du gaz carbonique, de l'énergie et de l'eau. 10% de notre eau corporelle vient de fabriquée par nos mitochondries, et c'est une eau qui est informée. Là, je me réfère à Jacques Benveniste avec sa mémoire de l'eau, et c'est justement important. Je pense que la mitochondrie, en produisant l'eau, c'est pas des éléments majeurs de protection et de garantie de protection de la vie et de la santé. Simplement que le message passe, le message, quand on fonctionne positivement, eh bien, elle va nous envoyer justement ce message d'information positive, d'eau vitale, tout simplement, d'eau vitalisée. Et 10% de notre eau corporelle, justement, permettent de vitaliser toute les masses corporelles. Tout l'intérêt, ça veut dire que quand on est en état de maladie et de dysfonctionnement et de rupture d'homéostasie, donc propice justement à ces fragilités de terrain qui induisent des maladies opportunistes comme la maladie de Lyme, bien évidemment, eh bien, ça passe également par ce message, le message de l'eau. Alors là, j'ouvre une parenthèse qui va peut-être vous surprendre, et j'ai appelé ça le sucre facteur des mitochondries. Dans la thérapie de la mise en... Souvenons-nous, le point global, le fil rouge de cette discussion, c'est que la mitochondrie est à la base de la santé, mais quand elle dysfonctionne, elle produit des maladies diverses, dont la maladie de Lyme, maladie auto-immune, cancer, etc. Et eh bien, la mitochondrie, d'abord, au départ, c'est une centrale énergétique. C'est elle qui nous fait permettre de vivre. S'il n'y a plus d'essence dans la voiture, vous allez la pousser, mais vous allez la pousser longtemps avant qu'elle démarre parce qu'il n'y a plus d'essence. C'est pareil pour ça. Or, il se trouve que la mitochondrie, elle est nourrie normalement avec des sucres de bonne qualité, qui ne sont pas des sucres lents, malheureusement, mais qui sont des sucres rapides ou des sucres raffinés. Donc, la mitochondrie est nourrie par du sucre de bonne qualité, mais les sucres de bonne qualité sont des sucres qu'on appelait autrefois des sucres lents et qu'on appelle maintenant des sucres complexes. Et c'est dommage qu'on ait perdu cette appellation dichotomique entre sucre rapide et sucre lent parce que, justement, c'est là où le bas blesse. Nous nourrissons les sucres rapides et raffinés comme le glucose raffiné, le saccharose raffiné, le fructose raffiné n'étaient pas présents dans l'alimentation au départ des hommes préhistoriques parce que justement, on mangeait des sucres qui provenaient de fruits ou de légumes. De temps en temps, on tombait sur un rayon de miel sauvage et moyennant multiples piqûres, on réussissait peut-être à manger un peu de miel, mais ça devait être rarissime chez les hommes préhistoriques. Et on ne mangeait pas de sucre raffiné. Par contre, le problème qui se pose par rapport à cette alimentation moderne, c'est qu'effectivement, on consomme d'une part des sucres raffinés, d'autre part des sucres rapides. Le sucre raffiné est rapide, mais il n'y a pas que les sucres raffinés comme le fructose raffiné, le glucose raffiné, le saccharose raffiné qui sont des sucres rapides. Il y a également le fructose des fruits, donc on les utilise avec des extracteurs de jus, on les sépare des fibres végétales. Un jus de fruits sans fibre végétale, c'est très mauvais. Ça se comporte comme un sucre rapide, comme un sucre raffiné. Et qu'est-ce que c'est qu'un sucre rapide? C'est tout simplement un sucre qui passe très rapidement du sang circulant, du tube digestif à la circulation générale. Le système sanguin et le système nerveux sont interconnectés, bien évidemment. Il y a des capteurs un petit peu partout dans le corps. Notre cerveau enregistre justement cette montée, cette hyperglycémie qui va donc cette invasion de sucre rapide qui va faire augmenter la glycémie, de provoquer une hyperglycémie qui est considérée comme une invasion. Et le cerveau enregistre ce passage massif de sucre du tube digestif à notre système sanguin comme une invasion, une intoxication. C'est une intoxication. Et le cerveau, l'organisme, il a trois moyens pour lutter contre cette intoxication. L'urgence pour le cerveau, c'est de dire qu'il faudrait baisser cette hyperglycémie. Donc, premièrement, il faut faire rentrer le sucre dans les cellules. Deuxièmement, il faut le stocker au niveau du foie et au niveau des tissus adipeux. Troisièmement, au niveau des tissus adipeux. Ça veut dire que, le cerveau va demander au cerveau de produire beaucoup d'insuline,
trop d'insuline, c'est le début de la résistance à l'insuline et du diabète pour que le sucre rentre dans la cellule. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a trop de sucre, les cellules ne peuvent pas gérer tout ce sucre en excès. Ce sucre qui rentre massivement dans le foie se transforme donc en glycogène, donc c'est une molécule sucrée, et en graisse, en lipides, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Et la stéatose hépatique, c'est quoi? C'est le foie gras, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras, par analogie avec ce que le foie gras qu'on obtient chez les animaux, les canards et les oies, que l'on va gaver. Donc, c'est une aberration déjà sur le plan éthique. Et sur le plan diététique, c'est encore pire parce que c'est des foies malades, pourris de toxines, et avec lesquels s'empoisonnent les gens qui le consomment, même si ce n'est qu'à Pâques, ou à Nouvel An, ou à Noël. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, eh ben, quand il y en a encore qui traînent dans le sucre qui traîne dans le sang, eh bien, ça passe également dans les tissus adipeux, ça remplit les adipocytes, donc prise de poids, obésité, surpoids, etc., maladies métaboliques, diabète, etc., et toutes les maladies immunodépressives, suite à l'immunodépression, donc qui viennent effectivement de maladies auto-immunes, maladies de Lyme, etc. Pourquoi un fructose naturel qui vient d'un fruit est considéré comme un sucre rapide? Tout simplement parce que quand on mange un fruit, le fructose, il est fixé aux fibres végétales du fruit. Si on passe par un extracteur de jus, il n'y a plus de fibres végétales. Donc, dans le tube digestif, le fructose fixé aux fibres végétales est libéré progressivement. C'est un sucre lent, c'est pas un sucre rapide. S'il n'y a pas de fibres végétales, il suit la voie des sucres raffinés et c'est hautement toxique. C'est la première cause de pathologie et de maladie. Il faut bien se retenir ce mécanisme. Et également, ce qu'il faut retenir, c'est que le pancréas est sollicité à l'extrême. Et il va donc provoquer, il va devoir être sollicité pour fabriquer une quantité importante d'insuline. Et donc, ce qui va provoquer donc, la résistance à l'insuline, bien évidemment, mais aussi le diabète, le prédiabète et le diabète de type 2. Et également, ça va provoquer des pathologies hépatiques, des pancréatiques, des pancréatites et des cancers du pancréas, donc qui sont de mauvais cancers qui ont peu de chances de guérir. Et il faut savoir qu'il y a une augmentation en 20 ans de 300% des cancers pancréatiques. Et je ne parle même pas de la première raison, si je vais en parler d'ailleurs, c'est important. J'ai pris deux photos qui illustrent bien mes propos, parce que cet amas, ce gavage de sucre a provoqué au niveau de la cellule des dommages très rapidement irréversible à la mitochondrie. Une mitochondrie, c'est comme la cheminée que vous avez en haut. C'est une cheminée qui brûle bien, il y a du bois bien sec, il y a beaucoup d'oxygène, il y a de l'espace, etc. Il n'y a pas de souci. Le bois donne un petit peu de gaz carbonique, un petit peu de vapeur d'eau, de l'énergie, de la chaleur, comme la mitochondrie. Tout va bien, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous allez bourrer la cheminée avec du bois qui ne brûle pas bien, qui n'est pas assez d'oxygène, si vous oubliez d'ouvrir une fenêtre de temps en temps pour aérer, pour apporter de l'oxygène dans la pièce, eh ben, le bois va mal brûler, le rendement énergétique va être moins important, il va y avoir production de bistre, de calamine, de déchets, de suie, de goudron, etc. Ils vont tracer la cheminée, et si on ne fait pas gaffe, voilà ce qui se passe, tout ça crame, et effectivement, c'est ce qu'on appelle l'effet Barbeau, cause de toutes les maladies, dont la maladie de Lyme. Encrassé, une mitochondrie se détruit, voire même s'autodétruit, et détruit la cellule qui les contient. Donc, supprimer. Alors oui, pourquoi effectivement, quand il y a beaucoup le sucre rentre dans la cellule par un mécanisme très simple, qui est très, très bien réglementé, qui fonctionne très, très bien, qui est régulé très, très bien, mais qui va donc, dès qu'il y a une surcharge, ça va plus. Effectivement, c'est comme la cheminée, c'est vraiment l'exemple parfait. Et là, effectivement, la mitochondrie, elle perd son rendement, la cellule souffre de manque d'énergie, et après, il y a un effet cascade qu'on appelle l'effet Warburg. On connaît depuis plus d'une centaine d'années maintenant, depuis 102 ans très exactement, mais qu'on n'a pas encore bien intégré dans nos schémas thérapeutiques. Alors, on en arrive au point le plus important, et après, on va passer aux questions. C'est la restauration immunitaire. Comment gérer? Alors, j'ai fait un petit coucou à notre père, le père sacré, le thérapeute, je vais parler d'Hippocrate, bien évidemment. On appelait également le maître de cause, qui vivait il y a 2500 ans, et qui a laissé plein d'aphorismes de très bon sens et d'enseignements. Et donc, guérir la maladie de Lyme, ou plus exactement prendre en charge la maladie de Lyme, repose sur deux principes fondamentaux. D'une part, la restauration immunitaire, parce que c'est une maladie d'immunodéficience, une détoxication,
nutrition, supplémentation en plantes adaptogènes, en oligo-éléments, hygiène vitale, bien évidemment, cher à Hippocrate. Et le deuxième volet, c'est restauration et protection de l'intégrité mitochondriale, donc suppression drastique des sucres rapides, utiliser des antioxydants spécifiques, traitement métabolique. Alors pourquoi des antioxydants spécifiques? Il y a un certain nombre d'années, je crois que c'est dans les années 50, 50-54, il y a un chercheur américain qui a trouvé la panacée universelle, les antioxydants. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, une cellule vieillissait en s'oxydant, alors que toutes les cellules du corps étaient plus le système immunitaire. Et on s'est dit effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Et ce problème, il n'a pas été très bien géré parce qu'effectivement, pendant 10, 20, 30 ans, on s'est dit antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est la vitamine C, c'est la vitamine E, c'est le zinc, c'est le sélénium, c'est les flavonoïdes, tous les flavonoïdes des fruits, des agrumes, de la quercétine de l'olivier, les catéchines pardon, la quercétine de l'oignon, pardon, la lysine de l'ail, on peut en citer des milliers, parce qu'il y en a des milliers, tout ce qu'on peut imaginer comme substance antioxydante. Mais le problème se pose, c'est que le résultat au niveau de la santé escompté n'est pas arrivé. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut bien conceptualiser les choses. Il faut savoir que la pollution environnementale est en croissance exponentielle. En 1985, il y a une étude qui a été faite au Mont Sinaï, à l'hôpital de New York du Mont Sinaï, et qui portait donc sur le centre du cordon ombilical des enfants. Et on s'est rendu compte que les enfants de la ville de New York, ça a été fait également dans d'autres endroits du monde, contenaient 85 molécules différentes toxiques en 1985. On a refait l'expérience en 2015. On s'est rendu compte que le sang du cordon ombilical des enfants ne contenait pas 85 molécules toxiques, mais plus de 200. En l'espace de 85, 85, de 20 ou 30 ans, on a multiplié par quasiment un facteur 3. Et chose encore plus gravissime, c'est que parmi ces substances, comment dirais-je, toxiques, bien évidemment. Il y en a une plus particulièrement dangereuse qui s'appelle la dioxine, fortement cancérigène. Et la dioxine, effectivement, c'est quelque chose qui est dans le champ du cordon ombilical de la grande majorité des nouveau-nés. Elle atteint le niveau de seuil de toxicité. On en est là. C'est une croissance exponentielle. Ce n'est pas une croissance comme ça, c'est une croissance comme ça. Et ça va de plus en plus vite et le rythme s'accélère. Et il y aura bien un moment où il faudra que ça s'arrête parce que là, on court à la catastrophe. Et la maladie de Lyme, c'est justement des signaux d'alarme qui nous permettent de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce domaine-là. Et comment se fait-il qu'elle explose? Pourquoi? Effectivement, on pense tout de suite à la pollution environnementale qui est justement une des causes majeures. Mais dans un organisme vivant humain, il faut prendre deux choses en considération. Premièrement, on va laisser tomber la toxicité générale et ne se concentrer qu'à la toxicité oxydative, ces fameux antioxydants. Il faut savoir que, d'une part, l'environnement, la pression environnementale, la pollution environnementale exerce une pression énorme sur la toxicité par les métaux lourds. Les métaux lourds, certes, qui sont également des oxydants, des radicaux libres, des substances oxydantes très, très présentes et de plus en plus présentes. Au niveau du mercure qui imprègne les poissons de mer, comme le thon par exemple, et le thon actuellement n'est pas consommable. Si on se base sur les normes de toxicité et d'intoxication possible, consommer du thon, c'est consommer une substance qui est toxique au-delà des normes acceptables, parce qu'il y a en plus un effet cumulatif. Il faut le savoir, c'est un exemple parmi des milliers d'autres. Donc, il faut lutter contre ces radicaux libres qui proviennent de la pollution environnementale. Et tous les antioxydants dont je vous ai parlé, les quercétines, les flavonoïdes, les catéchines du thé, la vitamine C, la vitamine E, le zinc, le sélénium, etc. Et bien, tout ça, ça concourt effectivement à lutter contre la pollution environnementale. Mais il existe une autre pollution, c'est même pas une pollution, c'est une production endogène de radicaux libres. Et ces radicaux libres, ben, c'est comme la cheminée qui brûle ou comme le moteur de la voiture qui dégage des gaz d'échappement, dégage des gaz d'échappement. Eh bien, il y a une gestion à faire parce que la mitochondrie, elle brûle de l'énergie, donc elle produit des déchets. Le gaz carbonique, certes, mais c'est pas très grave. De l'eau, c'est pas grave du tout. Également de l'énergie. Et c'est là où il bat blesse parce que dans la structure de production d'énergie qui est stockée sous une molécule particulière qu'on appelle l'adénosine triphosphate ATP, qui est une molécule de base de l'énergie, disponible pour toutes les cellules en même temps, tant que la mitochondrie fonctionne correctement. Eh bien, en plus, il y a des électrons qui se baladent, qui s'échappent, et plus l'activité de la mitochondrie est importante, et bien plus la production de radicaux libres de la mitochondrie est importante.
C'est particulièrement vrai chez le sportif. Attention au sport en excès, ça va augmenter la production de radicaux libres, donc l'oxydation, à gérer avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de discernement. Eh bien, cette mitochondrie, tant que tout va bien, tant qu'elle n'est pas nourrie avec un mauvais sucre, ou un sucre qui arrive trop rapidement et en trop grande quantité dans la cellule, quand on mange des sucres rapides, y compris des sucres raffinés, eh bien, elle va donc cette mitochondrie, elle va faire comme la cheminée, elle va s'encrasser, elle va plus fonctionner, il n'y aura plus assez d'énergie. Et par contre, comme elle va dysfonctionner, elle ne produira plus ses antioxydants naturels. Parce que la mitochondrie fabrique ses propres antioxydants, et quand elle fonctionne bien, tout va bien, tout est réglé, tout est parfaitement équilibré. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais de la PQQ, la pyrroloquinolinquinone, et je vous parlais également d'autres antioxydants comme je vais les citer à la fin, j'ai bientôt terminé, ce qu'on appelle l'acide alpha-lipoïque, le coenzyme Q10, etc. Ce sont des antioxydants spécifiques. Et c'est pour ça que quand les radicaux libres, quand la théorie des radicaux libres et d'oxydation est apparue il y a une bonne cinquantaine d'années, on ne connaissait pas encore le fonctionnement de la mitochondrie. C'est souvent important. Et c'est seulement après qu'on s'est rendu compte que dans un organisme intoxiqué, il y a un lien, bien évidemment, entre la pollution environnementale et la dysfonction mitochondriale. Parce que la pollution environnementale et le surexcès, la surabondance de substances toxiques va monopoliser les substances de détoxication, dont les radicaux libres, qui vont manquer à la mitochondrie. Donc c'est pour ça que le traitement mitochondrial, la restauration et la protection de l'intégrité mitochondriale, c'est suppression des sucres rapides, des antioxydants spécifiques, apporter des antioxydants spécifiques, et faire ce qu'on appelle un traitement métabolique. Donc, je vais vous dire deux mots et on terminera là-dessus. Guérir et protéger la mitochondrie, guérir le corps et l'esprit. Cela semble de plus en plus incontestable au fur et à mesure que la recherche se progresse, mais la mitochondrie, quand elle devient fragile et dysfonctionnelle, entraîne avec elle la souffrance cellulaire, et ce sont tous les organes, tout un organisme entier qui bascule dans la morbidité, dans la maladie. D'autant plus que la communication fusionnelle entre toutes les structures biologiques est telle que si les messages harmoniques fonctionnent en temps réel, il en est malheureusement de même que les mitochondries commencent à émettre la musique triste et délétère de l'intoxication, de l'inflammation, de l'acidose, de l'oxydation. Toutes ces pathologies découlent peu ou prou d'une souffrance, une perte de fonctionnalité de la mitochondrie. Mais à quoi pourrait servir la recherche fondamentale et la compréhension de plus en plus fine des messages biologiques aussi subtils soient-ils, si ces nouvelles connaissances ne permettaient pas d'améliorer notre santé, notre longévité, d'alléger nos souffrances, d'apaiser nos angoisses d'être inéluctablement mortels? Le respect des principes nutritionnels et comportementaux de l'hygiène vitale sont bien sûr incontournables. Nous ne les développerons, bouf, nous ne les développerons pas ici. Pardon. La prise en charge de notre santé et de celle de nos proches et de celle de nos patients, nous sommes thérapeutes, dépend de deux principes fondamentaux. Éviter tout ce qui est nocif, privilégier ce qui est bénéfique. Je sais, ça peut être un peu simpliste, mais c'est quand même la réalité vraie. Ce qui est nocif, ben, les graisses saturées, les graisses lipoperoxydées, les sucres raffinés et rapides à éliminer en totalité, ce sont des tueurs de mitochondries, ils sont addictifs, neurotoxiques et cancérigènes, et fortement oxydatifs. Les sucres rapides, les aliments industriellement transformés qui contiennent beaucoup de sucres rapides, cachés, les aliments morts énergétiquement, tout ce qui a été stérilisé, comme les conserves, etc. Les alcools distillés qui se comportent comme des sucres raffinés. Et on peut admettre aussi quelques alcools non distillés comme de fermentation comme le vin, aussi de la bière modérément, bien sûr, on l'a permis de consacrer. Les mauvaises pensées. Ah, les mauvaises pensées elles sont très délétères, ça c'est clair. On peut s'en séparer, ça irait déjà beaucoup mieux. Et aimer nos mitochondries, c'est commencer par ça, justement éviter de mettre dans ce bain de colère, de jalousie, d'attachement à l'ego, d'orgueil et d'ignorance, les cinq clichés, comme ils les appellent dans le bouddhisme. L'usage abusif des écrans pour plusieurs raisons, parce qu'il nous surcharge le mental d'images de violence insupportables, beaucoup plus qu'on peut supporter, et surtout par cette lumière bleue insolente qui va perturber le métabolisme de nos neurotransmetteurs, mélatonine, sérotonine, dopamine et autres. La peur, la peur c'est terrible. C'est peut-être le pire des poisons. Le manque de sommeil, le manque d'amour, le manque de contact avec la nature. Tout ce qui est positif en tant que protecteur de la mitochondrie, c'est un sucre très particulier qui s'appelle le déribose, que les sportifs commencent à utiliser de plus en plus, qu'on trouve dans les magasins de sport, pour les sportifs, parce qu'il n'a pas besoin d'insuline pour rentrer dans la cellule. L'acide alpha-lipoïque, qui est un protecteur mitochondrial que la cellule, les mitochondries saines fabriquent normalement. La PQQ, pyrroloquinolinquinone, protecteur mitochondrial. Le coenzyme Q10, l'acétylèle-carnitine, protecteur mitochondrial également. Les cannabinoïdes, alors je ne vais pas les HTC, mais les HTC ont une toxicité neurologique, donc on évitera. En plus, c'est pas légal. Par contre, le CBD, la,
le CBD fait partie. Notre organisme fabrique, il existe un système qu'on appelle le système endocannabinoïde, c'est un peu comme un système endocrine parallèle. Il fabrique, nos cellules fabriquent des CBD, naturellement, parce qu'ils ont des récepteurs partout, notamment sur la membrane mitochondriale, et ils vont gérer justement les besoins énergétiques de ces structures mitochondriales subtiles. Les vitamines du groupe B, la meilleure source connue, c'est la spiruline, bien évidemment. Les levures aussi en contiennent beaucoup. Les oligoéléments, surtout le cuivre, le zinc et le magnésium. La meilleure source connue est le shilajit, c'est un médicament tibétain et ayurvédique. En fait, c'est un humus concentré de l'Himalaya. Les acides gras oméga 3, la pensée positive, la méditation. Et effectivement, souvenons-nous que la mitochondrie nécessite une oxydation spécifique dont je viens de parler. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions à poser, tout est possible. Ok, là j'ai vu pas mal de questions concernant les mitochondries. Je tiens à préciser que Christophe propose également une formation sur les mitochondries parce que là on va pas pouvoir répondre à tout et à un moment donné, quand on veut vraiment avoir les bonnes informations, ben, je pense qu'il n'y a rien de tel qu'une formation. Et du coup, ça me donne envie de parler du programme justement, du module que tu proposes concernant la maladie de Lyme. Qu'est-ce que aujourd'hui les gens pourraient y trouver? En quoi ça leur serait utile? Mais le sujet est très vaste. Le sujet est très vaste. Là, j'ai à peine écorniflé, si j'ose dire. Et par contre, effectivement, il y a une formation complète donc, qui est reconnue par un organisme accréditateur européen qui s'appelle Reformed. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir un petit peu où on en est dans le niveau des formations, des différentes formations, vous pouvez aller voir le site sur le reformed.eu. Vous aurez plein d'informations intéressantes. Les formations que l'on propose je propose une formation effectivement sur la maladie de Lyme, mais je la propose en fait avec une formation annexe que j'ajoute gratuitement à la formation sur Lyme. Justement, ça représente quelques centaines de pages sur tous les aspects précis scientifiques de la maladie de Lyme, bien sûr, et aussi sur la médecine mitochondriale. Il faut savoir une chose, c'est que on est un carrefour de la science. Et comme moi, j'ai la chance justement d'avoir été toujours dans le domaine de la recherche et d'être toujours en contact avec différentes personnes qui sont également dans le centre de la recherche, dans le bien de symposiums internationaux. Maintenant, on les fait en ligne parce qu'on a pris l'habitude, après le confinement, finalement, c'est beaucoup plus pratique, ça coûte moins cher, ça permet de toucher plus de monde. D'ailleurs, il y a un symposium de neurosciences qui aura lieu au mois de novembre. Il va être présent sur le site internet, justement par Reformed. Donc, j'informe ceux qui sont intéressés. Je ferai des interventions sur le sujet. Et donc, ce que je voulais dire également, c'est que cette formation sur la mitochondrie complète, parce que c'est la médecine de demain. On est allé, je pense que c'est les gens comme Schwartz ou Kayat, par exemple, qui lui parlaient du stress dans un facteur important du cancer, qui ont un petit peu mis le pied à l'étrier de l'évolution scientifique. On est à un carrefour. On a un changement de paradigme total. Ça a commencé en 1990 avec Limbergulis et Armando Sardio. On sait que les théories partseriennes sont fausses. C'est même plus, c'est pas du complotisme que de dire ça, c'est une vérité fondamentale. On a des milliers d'études qui prouvent que le contraire. La preuve, c'est que nos mitochondries sont des bactéries et qu'elles vivent depuis des millions d'années, des centaines de millions d'années, dans des cellules eucaryotes. Et ça, c'est la preuve, effectivement, que le postulat, notamment sur la phagocytose, est faux, archi faux. Et ça, on n'a même plus à revenir là-dessus. Et c'est pareil par rapport au système immunitaire. On connaît mal le système immunitaire parce que justement, il fait partie de ces mécanismes où justement la mitochondrie intervient également, mais on ne sait pas comment. La mitochondrie, c'est vraiment la clé fondamentale de la vie. On a quand même des milliards et des milliards. On a 1000, 2000 ou 3000 fois plus de mitochondries dans nos cellules que de bactéries eucaryotes. Et donc, c'est vraiment, nous sommes des colonies bactériennes organisées. Et c'est la mitochondrie qui gère tout ça, parce que c'est un microbiote complet. Toutes les mitochondries de notre microbiote mitochondrial, c'est-à-dire toutes les mitochondries de toutes nos cellules réunies, elles sont toutes interconnectées. Il y a un brouillage par les métaux lourds, par exemple, par des perturbations endocrines ou par des ondes toxiques comme les micro-ondes, par exemple, les ondes des téléphones mobiles. Et tout ça, c'est perturbé. Et c'est ce qui explique que même, on est en train d'inverser les choses parce que même si on nous dit qu'on a une longévité qu'on n'avait pas avant, euh, c'est pas évident du tout parce qu'on est en train d'inverser les choses. Il y a des pathologies qui explosent en l'espace de 20 ans.
Le cancer du pancréas a augmenté de 300%. Ils sont apparus depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, depuis les années 90, 95, 2000, des cancers spécifiques qui n'existaient pas avant. Les cancers entre les 14 et 49 ans explosent. On ne sait pas pourquoi. C'est nouveau, c'est des nouvelles maladies, des anciennes maladies qui ont une forme nouvelle. Et tout ça, on est maintenant convaincu que ça vient justement de ce déséquilibre énergétique de nos mitochondries. Et ça, il y a des perspectives de thérapie qui sont énormes, qui sont colossales. Et c'est justement et relativement simple à mettre en place. Un traitement mitochondrial complet, ça coûte 80 € par mois, environ, pas plus. Et donc, c'est relativement abordable. Et puis, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Mais c'est quand même des traitements qui fonctionnent avec des bases fondamentales de nutrition, comme la nutrition par exemple, ou ce que j'ai résumé en très peu de mots tout à l'heure. Et bien, effectivement, c'est avec ça que on peut avancer, on peut assister à des avancées thérapeutiques qui sont énormes et des perspectives d'avenir. Je vois en l'espace de 4 ans, par exemple, depuis 2000, de 2000 à 2004, déjà, j'ai encore trouvé des informations sur des études qui ont été faites en 2004. L'histoire des plaques bêta-amyloïdes, par exemple, qui n'ont rien à voir, ou très peu avec la maladie d'Alzheimer, ça a été publié en 2002, 2022, 2023. On est vraiment à un carrefour, il se passe des choses, on est en train de changer de paradigme au niveau biologique. Et comprendre la mitochondrie dans tous ses tenants et aboutissants, dans tous ses arcanes, c'est comprendre la vie, tout simplement. Et comprendre la vie, c'est comprendre la maladie, c'est comprendre la mort, c'est comprendre la thérapie. En tout cas, je pense qu'il va y avoir un immense espoir par rapport à cette maladie à cette maladie de Lyme. Il y a un immense espoir à conserver parce que justement, j'ai eu des cas, effectivement, rien qu'une l'extrait de feu d'olivier, ça a permis aux gens de se remettre debout, de retourner faire du sport, du travail. C'est pas que c'est systématique. Chaque cas est particulier, mais chaque cas, justement, il y a de plus en plus de gens qui sont formés à ces techniques alternatives. Je connais plusieurs médecins qui me suivent, qui commencent à me suivre dans cette approche. Et je voudrais juste vraiment préciser une chose, c'est que la maladie de Lyme, c'est pas, ça peut être une mort consécutive à une mort surdétique. Je parle également, dans mon cours, de la maladie de Lyme sans Lyme, sans mort surdétique. Il ne faut pas négliger cette maladie-là, mais ça reste à part entière. La maladie de Lyme, c'est surtout une contamination de gènes, c'est-à-dire une infection de gènes, c'est-à-dire une bactérie non pathogène commensale qui devient commensale par l'intoxication, par tout ça. C'est donc une stratégie globale de lutte qui passe par la détoxication, par la revitalisation, par la lutte contre l'acidose, contre l'oxydation, contre l'inflammation chronique et contre les carences. Et ça, c'est important. C'est très simple. C'est très simple. Et en fait, c'est une perpétuation du travail de Jean Seignalé qui avait écrit le fameux bouquin L'alimentation de la troisième médecine. Et lui, il portait surtout des troubles du comportement et des maladies auto-immunes. C'est le même combat, c'est la même chose. On souffre, la médecine souffre d'une non-compréhension des principes fondamentaux. Et justement, la science moderne nous a mis en évidence que en passant par la mitochondrie, c'est l'élément central, c'est le maillon faible, mais c'est aussi le maillon fort, c'est celui sur lequel repose tout. Et c'est pour ça que toute pathologie, quelle qu'elle soit, psychique, cancéreuse, tumorale, dégénérative et autres, infectieuse, immunodéficiente et autres compagnies, ça passe systématiquement par cette mutation. Et il est très facile de la soigner par l'alimentation et par la supplémentation.